Salut Sophie. Salut Florian. Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. On reparle migration aujourd'hui avec Sophie et moi je vous parlerai de poules. C'est le menu de ce nouvel épisode que voici. Comment ça va Sophie ? Eh ben ça va bien, puis ça me fait plaisir de recommencer les épisodes avec toi, ça fait un moment, mine de rien, qu'on s'est pas Alors parlé. pour nous ça fait un moment, pour les auditeurs pas vraiment, ils ont toujours un épisode chaque semaine ou presque. Mais c'est vrai que nous ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré d'émission, et il s'en est passé des choses. Et il y a eu des aurores boréales, il y a eu des... Oui. Ah ouais, tu les as vues ? Mais j'ai pas eu le temps et j'étais trop dégoûtée. J'ai pas eu l'occasion, et le lendemain j'y suis retourné. Et il y avait trop de nuages et du coup je suis déçu. Il y a eu des oies. Non, c'est des oies qui ont vu une comète ou quelques objets célestes passer dans le ciel du Portugal. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo de canards ou d'oies. Je sais plus si c'est des canards ou des oies qui regardent la comète passer dans le ciel. Ça a donné plein de dessins très sympas qu'on trouve sur le net. Donc voilà, pas mal de sujets sympathiques, mais on parlera pas de ça aujourd'hui. Non. Tu vas nous parler de quoi, Sophie ? Et bon, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de migration, notamment des migrations d'un rapace, d'ailleurs en voie de disparition malheureusement, qui a été changé. Le pattern de migration a évolué depuis certaines activités humaines que vous connaissez peut-être. On y parle d'une guerre pas très loin de l'Europe. Voilà. Et ben, on va rester un peu dans le système de la guerre parce que moi, je parlerai de plein de choses en rapport avec les oiseaux espions, voilà, à savoir un poulet qui s'est introduit dans le Pentagone en 2022. Alors avait-il des mauvaises intentions ? Eh bien, vous le découvrirez très vite. Les oiseaux espions, trop bien. Incroyable. Est-ce que tu veux que tu commences ? Je sais plus où est-ce qu'on en était dans ce... Je ne sais plus non plus. Honneur à toi, du coup, pour nous parler de cet oiseu qui est mis en péril à cause de la guerre qui se passe en Ukraine, c'est bien ça ? C'est exactement ça. Alors cet oiseau s'appelle l'aigle criard, Klanga klanga pour ceux qui veulent son petit nom scientifique. Et donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un aigle qui n'est pas très grand, c'est un peu plus petit qu'un aigle des steppes par exemple. Une coloration assez basique chez l'aigle, on est sur un brun un peu partout, dessus, dessous, bref, assez simple avec un bec jaune. Mais c'est un aigle un petit peu particulier parce que c'est un aigle qui migre. Et c'est aussi un aigle qui est un petit peu voleur parce qu'il lui arrive très régulièrement d'aller piquer les proies des autres. Voilà. Ah tiens donc. Donc un animal, ma foi, assez sympathique et plutôt intelligent. J'aurais dû l'appeler l'aigle voleur au lieu de l'appeler l'aigle criard. Ben ils auraient pu parce qu'il s'est fait une spécialité en quelque sorte d'aller piquer les proies à ses cousins rapaces. Notamment lorsqu'ils sont en train de décoller avec une proie entre leurs serres, il arrive, il leur fonce dessus et hop, il récupère le truc. Donc il est mode opératoire est bien. C'est ça. Donc bien il est programmé. assez agile aussi, très agile. Donc un aigle entièrement brun noir avec quelques reflets cuivrés du plus bel effet d'ailleurs et des jeunes qui sont souvent un peu plus clairs avec un plumage qui diffère donc de l'adulte. Assez reconnaissable. Évidemment, c'est un rapace diurne pour ceux qui se posent la question. On n'est pas sur du rapace nocturne du tout. Une autre petite particularité aussi, c'est un aigle qui est particulièrement inféodé aux zones un peu marécageuses avec un petit peu d'eau, donc toutes ces zones qui sont souvent transformées notamment par l'homme pour d'autres activités, que ce soit parce qu'il y a une agglomération qui est en train de se construire ou parce qu'on a décidé d'en faire des champs pour cultiver, et toutes ces zones humides sont souvent transformées et donc conduisent à la disparition de ces animaux qui sont inféodés à ce genre d'endroit, notamment l'aigle criard, qui voit aussi ses proies diminuer parce qu'il se nourrit des animaux qui vivent dans ces zones humides, par exemple le grand campagnol, qui est typiquement un animal très très commun de ces endroits-là et qui, à certains endroits en Europe notamment, commence à disparaître à cause de la disparition des zones humides, malheureusement. Donc un animal qui est classé vulnérable et donc sur la liste des espèces en voie de disparition. L'autre problème de cet aigle, c'est qu'il reste pas forcément au même endroit toute l'année, il migre.
Alors toutes les populations de cet aigle ne migrent pas, ça dépend où est-ce qu'elles sont, mais en l'occurrence, celles dont on va parler aujourd'hui sont des populations qui migrent du nord de l'Europe jusqu'à parfois la Grèce, parfois un petit peu plus loin. Donc c'est un animal qui est assez répandu, notamment du côté de la Russie, du côté de l'Europe du Nord et de l'Est, et qui va donc passer les hivers dans le sud. Alors il peut descendre jusqu'à l'Inde parfois dans cette zone asiatique, mais il va aussi descendre jusqu'en Afrique, au Moyen-Orient et en Grèce, et parfois il arrive même en France, dans le sud de la France, autour du bassin méditerranéen, donc, où il va passer les hivers un peu plus au chaud. Donc le problème de cet aigle dernièrement, c'est que l'une de ses routes de migration passait justement au-dessus de l'Ukraine. Donc les populations d'aigles criards qui sont parties du nord de l'Europe pour aller se mettre notamment en Grèce et puis dans le nord de l'Afrique, eh ben, sont passées juste au-dessus du conflit. Et il se trouve qu'une population de ces aigles-là, en tout cas 19 individus, avaient été tagués par des scientifiques qui avaient bien l'intention d'étudier leur migration, et ça faisait déjà plusieurs années qu'ils étudiaient leur route migratoire. Et justement, le conflit en Ukraine a démarré, et là, ils ont pu étudier quelque chose de complètement différent de ce qui s'était passé les années précédentes, et ils ont eu donc les moyens de comparer entre les données qu'ils avaient acquises avant le conflit et les données qu'ils ont réussi à avoir pendant le conflit. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, parmi ces 19 individus, alors je vous rassure tout de suite, aucun de ces oiseaux n'est mort à cause du conflit. Tout va bien, pour l'instant. Pour ce qu'on en sait, en tous les cas, ils sont encore vivants, c'est ce que dit l'étude, en tous les cas. D'ailleurs, c'est du tracking GPS, du coup, qui a été réalisé. Exactement. Okay. Et d'ailleurs, si vous voulez tous les détails de l'étude, on vous mettra évidemment le lien en description, et c'est une publication qui est en open access, donc vous pourrez aller voir tous les détails si ça vous tente. Donc sur ces 19 individus, il y avait des mâles, il y avait des femelles, donc ils ont pu aussi étudier les différences entre les sexes, et ils ont remarqué qu'avant le conflit et après le conflit, les données étaient drastiquement différentes, notamment au niveau de la vitesse de migration, au niveau de l'altitude de migration, et au niveau du nombre de pauses qu'ils faisaient pendant la migration. Il y a notamment 2 zones en Ukraine qui sont utilisées régulièrement par ces oiseaux-là pour s'arrêter, pour reprendre un peu des forces, comme souvent. Ce sont des haltes très courantes pour ces aigles, qui ont varié lors du conflit, avec parfois une des 2 haltes qui n'était plus du tout utilisée à cause du conflit, les oiseaux ne s'arrêtant plus à cet endroit-là, préférant sauter directement à la halte suivante, qui était juste à la frontière entre l'Ukraine et le pays du dessus. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Pour vous donner des chiffres exacts, que je retrouve exactement mon petit papier, que je voudrais pas vous dire de bêtises quand même, ce serait dommage. Lors de la campagne d'Ukraine, les aigles, déjà, ont parfois changé leur route de migration. Ils ont dévié plus des routes habituelles qu'ils avaient prises pendant le conflit, ce qui ont rajouté parfois de la distance à parcourir, donc jusqu'à 10% de distance parfois à parcourir comparé à leur route migratoire habituelle. Ils ont migré aussi beaucoup plus lentement, avec 20% plus lentement pour les femelles et 30% plus lentement pour les mâles. Ils ont fait donc moins d'arrêts de halte pour récupérer, en moyenne 60% moins de halte en Ukraine que ce qu'il y avait auparavant, ça fait quand même beaucoup. Ce qui est beaucoup, ouais. Voilà, et ils ont mis donc plus longtemps à migrer au-dessus de l'Ukraine, ça leur a pris à peu près 25% de temps en plus et 50% de temps en plus pour les mâles, donc 25% pour les femelles, 50% pour les mâles. Ça fait quand même beaucoup. Et donc, finalement, là, c'est qu'une seule espèce qui a été impactée par la guerre en Ukraine, mais on peut imaginer que ça, c'est quelque chose qui va se retrouver dans beaucoup d'autres espèces qui migrent, elles aussi, au-dessus de zones de conflit. Et du coup, ça a quand même, mine de rien, un sacré impact sur la biodiversité autour de nous. Et ça, c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, finalement, parce qu'on n'a pas forcément les données pour. On sait, et il y a pas mal de publications qui l'ont dit avant celle-là, qu'il y avait un impact sur les populations d'oiseaux migratrices, lors des grands conflits comme ça, mais on n'avait jamais vraiment eu de données aussi révélatrices, aussi fines, voilà, aussi révélatrices, parce qu'enfin on n'avait pas la possibilité de comparer avant et après. Alors que là, on a exactement les données qu'il faut, vu que ces oiseaux ayant été tagués avant, on a les données avant conflit et on a les données
pendant conflit, ce qui va effectivement donner une base pour la comparaison derrière. Donc c'est quand même, ce sont des données qui sont extrêmement intéressantes pour la suite, et on peut supposer que grâce à ça, on va peut-être comprendre un petit peu mieux l'impact des activités humaines sur les oiseaux, parce que bon, là on parle de conflit, alors ils ont après détaillé, vous regarderez dans la publication si vous voulez, il y a notamment sur un oiseau qui a migré, ils ont réussi à détailler en fonction de la période des conflits et comparé à sa route migratoire à lui, vu que vous avez les relevés GPS avec exactement par où il est passé et à quelle date, donc ils ont pu comparer avec les batailles qui se sont produites en Ukraine, quel impact ça a eu directement sur la route de cet oiseau-là. Et on se rend compte que lorsqu'il y a eu des explosions, lorsqu'il y a eu des grosses batailles juste au moment où l'aigle passait, évidemment, il va modifier tout de suite sa route, ça va changer, il va dévier, il va changer d'altitude, et puis peut-être il va voler moins vite ou plus vite en fonction des cas. Et donc on a un impact immédiat, en quelque sorte, sur l'animal, là tout de suite, en fonction de ce qui se passe en dessous de lui, même s'il n'est pas directement visé par le conflit, parce qu'on ne lui tire pas dessus, évidemment, mais quand même, rien qu'en passant au-dessus du conflit, eh ben, il est quand même tout de suite touché par le bruit, par les stimulus visuels qu'il peut avoir, parce qu'il y a des explosions et des choses comme ça qui se passent en dessous de lui. Donc il y a des conséquences, mine de rien, même si lui-même n'est pas touché. Et puis on peut supposer qu'il y a des conséquences après aussi, parce que si c'est des oiseaux qui ne s'arrêtent pas lors de leur migration, c'est aussi des oiseaux qui vont dépenser une énergie qu'ils n'ont pas forcément emmagasinée et qui vont se retrouver épuisés à la fin de leur migration, et qui vont possiblement soit se faire attaquer par d'autres oiseaux, soit mourir d'épuisement, soit avoir des problèmes pour trouver de la nourriture derrière, enfin bref, ça va avoir des conséquences derrière sur l'animal aussi, qui sont pas forcément des conséquences directes du conflit, j'ai envie de dire. Voilà. Donc je trouvais la publication intéressante, c'est une manière de voir le conflit comme on ne le voit pas trop aux infos. Voilà. C'est plus la vision du biologiste, notre point de vue à nous. Mine de rien, c'est une nouvelle menace qui pèse sur les espèces migratrices, mais pas que. On peut supposer que les espèces endémiques, qui sont donc pas endémiques, pardon, plutôt sédentaires, soient également impactées et plus durement par le conflit, puisque ces oiseaux-là habitent à ces endroits-là. Donc c'est tout un nouveau champ de possibilités. Et le fait que ça se passe dans un territoire que l'on connaît très bien, qui a été longtemps, source d'observation ornithologique, puisque l'Ukraine est une bonne route migratrice, et puis on avait aussi des données qui transitaient vers la Russie également. Donc on a eu aussi toutes ces pertes d'informations là, lorsque le conflit russo-ukrainien a éclaté. On a eu justement une scission des informations, ou plutôt une disparition des informations qui nous étaient transmises de ces deux pays. Donc c'est un nouvel champ des possibles. Je voudrais revenir sur un truc à un moment donné, je ne sais pas, j'ai peut-être mal entendu, mais tu disais que certains oiseaux allaient traverser plus vite l'Ukraine, mais qu'ils allaient moins vite. J'ai pas très très bien compris cette partie. Je ne sais pas si tu peux la reformuler. D'accord. Non, autant pour moi dans ces cas-là, non. C'est moi qui ai mal écouté. J'ai dit que en général, au niveau des statistiques, les oiseaux mettent plus longtemps à migrer à cause du conflit. Donc j'avais dit 25% plus longtemps pour les femelles et 50% de temps en plus pour les mâles aussi, comparé à la vitesse habituelle de leur traversée de l'Ukraine. Okay. Donc ça met un peu long. Et évidemment, ils ont dévié un peu, notamment dû au fait qu'ils dévient de leur route à certains moments, donc ils sont obligés de prendre un peu plus de temps pour faire une route plus longue, ce qui est logique. Voilà. Encore un formidable exemple d'adaptation des oiseaux migrateurs et autres à prendre en considération désormais dans un monde de plus en plus instable. Hélas. Voilà. Donc, oui, et aussi quelque chose à mettre en relation aussi avec tout ce qui est feu d'artifice, notamment dans nos métropoles actuelles. C'est vrai qu'on se rend pas bien compte de l'impact que peuvent avoir ce genre de choses sur les espèces qui nous côtoient. Mais bon, il y a évidemment des conséquences à toutes ces explosions, même si pour nous, on sait que c'est totalement sans danger. Peut-être que les oiseaux, eux, ne le savent pas. Donc il est possible que ça aussi... Je pense que c'est même pas peut-être. Je pense que les oiseaux ne le savent pas. Bon, j'étais gentille, mais...
Mais ouais, voilà. Donc tout ça, c'est aussi à prendre en compte. C'est des choses dont on se rend pas forcément compte, nous, en tant qu'humains. Mais c'est vrai qu'il serait intéressant de s'y intéresser un petit peu plus pour voir l'impact que l'homme a vraiment sur son environnement dans ce genre de cas. Et donc, tu vois, tu allais nous parler d'animaux espions pour... j'aurais pu vous parler de plein de trucs. Alors ouais, pendant la guerre, mais on y reviendra, ce sera plutôt vers la fin de mon petit monologue. Non, je voudrais revenir sur un livre que j'ai trouvé qui s'appelle Le secret des oiseaux de Wen Fei Tong. Où j'ai appris énormément de choses. Alors je l'ai pas totalement terminé, mais j'ai appris beaucoup de choses, mais aussi paradoxalement, je pense pas mal d'erreurs en réalité. Alors je ne sais pas si c'est du fait de l'auteur, mais je ne pense pas que ce soit l'auteur parce que il a quand même écrit La vie amoureuse des oiseaux, étonnante stratégie de reproduction. Puisque c'est une femme, elle est biologiste et elle a occupé le poste d'associée de recherche au département de biologie organique et évolutive à Harvard, rien que ça. Oui, quand même. Donc je pense que le souci vient davantage de la traduction des personnes qui ont corrigé ce livre. Donc comment dire, beaucoup d'informations très intéressantes. Moi, il y a plein de trucs que j'ai appris. Je vais notamment prendre l'exemple Alors, je vais parler pour l'instant du troglodyte rufalbin. Voilà. Donc retenez bien son nom parce que il risque de vous surprendre. Et j'ai découvert en fait que le mâle et la femelle chantaient ensemble. C'est fou mignon. Ça. C'est incroyable. Oui. Et même plus que chanter ensemble, ils chantent l'un après l'autre. C'est-à-dire que l'un prend une phrase, puis l'autre oiseau enchaîne sur une autre phrase qui est différente. Et donc j'ai découvert ça, j'ai fait oh chouette, incroyable, je vais peut-être parler de ça dans le courrier de la Sterne. Et malheureusement j'ai pas eu le temps de travailler plus le sujet. Mais ce qui m'a mis la puce à l'oreille sur la crédibilité en fait de cet ouvrage, c'est justement sur cette page où je m'attendais à voir des troglodytes rufalbins qui soient représentés. Je me suis dit, oui, ça semble logique. Bon, très bien, troglodyte rufalbin, oui. Je sais à quoi ressemble un troglodyte. Et bien à la place, j'ai eu 2 rôliers d'Europe. et là, je me suis posé la question. Si vous voulez, je vous ferai une photo que je vous mettrai sur les réseaux sociaux. Et là, je me suis posé la question en me disant, mais alors peut-être que troglodyte rufalbin, c'était l'ancien nom de Rôlier d'Europe. Donc voilà, peut-être que c'est un nom que je ne connais pas et que avant ça faisait partie de la famille des troglodytes. Bah non. D'accord. Non. Et le livre, il y a pas mal de petites erreurs comme ça dans les écriteaux et autres. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est issu d'une mauvaise traduction ou de départ, ou si effectivement la version française a eu quelques petits problèmes. Mais tout ça pour dire que lorsque vous achetez un livre, faites évidemment toujours très attention à ce que vous avez entre les mains. C'est pour ça que nous on fait du fact-checking avec le courrier de la Sterne. C'est pour ça qu'on vous met les différentes publications en lien dans les descriptions. C'est justement pour que vous vérifiez que nous ne disions pas de bêtises non plus. Ça peut nous arriver de dire des bêtises et ça peut arriver aussi à des bouquins aussi écrits soit-il par des personnes extrêmement solides comme Wei Fei Tong. D'ailleurs il y a toutes les études qui ont été utilisées pour référence à la fin du livre. Mais voilà, petit carton jaune sur l'utilisation de certains de ces ouvrages, et je le vois beaucoup avec les guides d'identification d'oiseaux où on a parfois quelques erreurs assez manifestes parce que tout le monde produit son petit guide d'ornithologie maison entre guillemets, et des fois on a des informations qui ne sont pas forcément toujours très vraies. Donc voilà, il faut faire un petit peu attention à ça. Maintenant, je vais parler de mon sujet qui n'a rien à voir avec ça. Jolie intro. Merci beaucoup. Non, je vais parler d'un oiseau, ou plutôt d'une poule, qui a été trouvée le 31 janvier 2022. Alors une là, poule, c'est pas un oiseau, du coup, tu me disais
Il y a certaines personnes qui seraient très en colère d'entendre ça. C'est ça, parce que non, mais tu me dis un oiseau ou plutôt une poule, alors je t'avoue que... Non, c'est vrai. Non, en vrai, c'est parce que Non, mais c'est un dinosaure, tu as raison. Exactement. Bref, en tout cas, une poule de Rhode Island, c'est le nom de race de la poule, qui a été trouvée le 31 janvier 2022 à proximité d'un checkpoint du Pentagone. Alors, bien évidemment, vous vous dites, bon, bah, c'est juste un oiseau. Ouais, bah non, parce que on est au Pentagone et il faut quand même faire très attention à ce que nous faisons. Donc, on a envoyé la Animal Welfare League of Arlington, Virginia, qui s'est occupé de récupérer l'oiseau, et Chelsea Jones, qui est le porte-parole de l'organisation, ou la porte-parole de l'organisation, a dit une phrase qui est assez fantastique. « Nous ne sommes pas autorisés à divulguer l'endroit exact où la poule a été trouvée. Nous pouvons seulement dire que c'était un poste de contrôle de sécurité. » Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que, mine de rien, au Pentagone, on a pris la situation très très au sérieux. On s'est quand même dit, attention, cette poule est peut-être une espionne, qui sait, voilà. Et du coup, ils ont arrêté la poule ou bien ? Et du coup, la poule a été arrêtée, la poule a été récupérée justement par cette ligue de protection animalière. Et puis bon, voilà, l'histoire a fait un peu le buzz aux États-Unis. Il y a Jimmy Fallon qui est l'host du célèbre Tonight Show, qui en a même fait une chanson. Il y a même des t-shirts qui ont été faits à l'effigie de cet oiseau. Donc voilà, ça c'est une histoire particulièrement drôle, mais tout ça pour illustrer quand même que, mine de rien, et surtout dans un contexte international aussi instable comme on vient de le répéter, et la surveillance de ce genre d'oiseaux est parfois prise très très au sérieux, comme ce fut le cas en février dernier, où un pigeon qui avait été trouvé dans le port de Mumbai a été relâché après 8 mois de captivité par les autorités indiennes. Il était détenu au Bhai Sabarkai Dinshaw Hospital pour les animaux pendant 8 mois donc. Et c'est la PETA Inde qui s'est mobilisée pour obtenir la libération de l'oiseau. Pourquoi cet oiseau avait été mis en prison entre guillemets ? Eh bien tout simplement parce que sur les ailes de cet oiseau, il y avait écrit un message en chinois. Et certaines personnes pensent que ce message pouvait être effectivement à destination d'espions chinois ou d'espionnes chinoises. Donc ce sont des choses qui sont prises extrêmement au sérieux, d'autant plus puisqu'on avait un autre cas d'un pigeon qui avait été également placé en détention en 2016, après que les autorités l'aient trouvé avec une note menaçant le premier ministre indien de l'époque, Narendra Modi. Incroyable, hein. Des cas d'animaux espions, il y en a pas mal. Il y a notamment le Haj Vladimir, je sais pas comment ça se prononce en russe, je l'ai un peu prononcé à l'arabe, mais en gros qui est un beluga qui est devenu célèbre parce qu'il portait un harnais spécialement conçu pour supporter des caméras, et certaines personnes pensaient que cette baleine avait été entraînée par l'armée russe. Voilà. Et donc voilà, il y a toutes ces questions qui font surface, toutes ces réflexions qui font surface, et ce sont des choses qui existent depuis très longtemps. Il y a même un livre qui a été écrit par Gordon Correa et Derek Perkins, alors malheureusement je ne le possède pas, il est sorti en 2018, qui s'appelle Operation Columba, The Secret Pigeon Service, et qui raconte tout simplement l'opération secrète qui avait été organisée par les Anglais pour permettre à la résistance française, on est à la Seconde Guerre mondiale, de pouvoir communiquer. Alors comment ça se passait cette histoire ? En gros, les oiseaux étaient parachutés au-dessus de l'Europe occidentale, et ils avaient bien évidemment des petits bouts de papier, et ces bouts de papier, les résistants pouvaient écrire dessus. Et le pigeon, ayant une formidable capacité à retourner à l'endroit d'où il vient, et d'ailleurs beaucoup de gens me posent la question à chaque fois, mais comment fait-il ? Apparemment,
il y a pas de vraie réponse. C'est une conjonction de réponses, d'après ce que j'ai compris. Ouais. Tu nous en diras un petit peu plus tout à l'heure. Et donc, ces oiseaux revenaient justement à l'endroit, et donc on pouvait récupérer diverses informations qui pouvaient être utilisées. Et c'est environ 1000 messages qui ont transité de France, de Belgique jusqu'à Londres, qui ont permis d'avoir des informations sur l'emplacement d'installations radars, les mouvements de troupes allemandes ou ce genre de choses-là. Et puis, on a eu aussi des pigeons qui ont reçu des médailles pour leur bravoure. On parle beaucoup de la Première Guerre mondiale, mais ce fut également le cas aussi lors de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, dans les années 70, cette fois-ci, on est donc en pleine guerre froide. Les Américains nous inventent l'opération Takana. En quoi consiste cette opération ? Elle consiste à greffer un minuscule appareil photo sur le pigeon. On a d'ailleurs des photos qui ont été déclassifiées en 2019 de ces pigeons avec ces GoPro en fait, un petit peu. C'est vrai, c'est des mini GoPro. Et l'objectif, c'était de prendre des photos et il s'avère que le fait d'utiliser des oiseaux était beaucoup plus pratique parce que ça permettait d'avoir de meilleures images que lorsqu'on utilisait des satellites ou autres. Alors ils n'ont pas entraîné uniquement que des pigeons, ils ont entraîné des faucons, ils ont entraîné des corbeaux, ils ont entraîné des cacatoès, et je ne comprends pas pourquoi ils ont entraîné des cacatoès. Parce que autant des faucons, des corbeaux, bon, tu peux en voir facilement aussi. Mais les cacatoès, franchement. Ouais. Et apparemment, ils étaient nuls, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, un des historiens de la CIA expliquait: les pigeons n'attirent tout simplement pas l'attention. Ils sont partout et personne ne s'étonne d'en voir voler au-dessus de sa tête. Donc moi, je m'interroge toujours sur le pourquoi avoir utilisé des cacatoès. Vraiment, je ne sais pas. Et peut-être qu'un jour, nous aurons cette réponse. Mais tout ça pour dire que, mine de rien, ces projets d'utilisation d'oiseaux pour espionner divers pays ne datent pas d'hier. Je dirais même la communication avec des oiseaux ne date pas d'hier. Déjà, lorsque l'empire perse était aux portes de l'Europe, entre guillemets. Je fais les gros guillemets de mes doigts parce que ça ne s'appelait pas l'Europe, mais en tout cas aux portes de ce qu'on connaît aujourd'hui comme l'Europe, ils utilisaient également des pigeons pour pouvoir communiquer, et les Grecs aussi utilisaient certainement certains de ces oiseaux pour pouvoir communiquer aussi. Donc voilà, une brève histoire de l'espionnage avec le point de vue ornithologique que je voulais vous raconter. Mais c'est super intéressant, mais quand même la poule dans le Pentagone, je t'avoue, je m'y attendais pas. Ouais, mais eux non plus d'ailleurs. Et ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont vraiment joué la provoque à fond, en mode non mais on est sûr que la poule voulait aller au Pentagone. Ouais, je ne sais pas, mais cela dit, je me fais beaucoup de soucis pour les oiseaux du Pentagone. Genre, imagine tu es un oriole de Baltimore. Tu te fais surveiller tous les jours par le Pentagone. Peut-être qu'ils ont leurs oiseaux qui sont tagués spécifiquement et qu'il y a les seuls qui ont le droit de venir sur le terrain et que les autres se font tirer dessus à vue, ou qu'ils ont peut-être, tu sais pas, une compagnie de fauconniers capable de détecter quels oiseaux ont le droit d'être ici et lesquels n'ont pas le droit d'être ici, et ils lâchent leurs rapaces sur ceux qui n'ont pas le droit d'être ici. Si ça se trouve, tu sais... C'est vrai, mais je me pose des questions, parce que si une poule, alors après bon, c'est une poule, c'est pas forcément un oiseau qu'on voit forcément très très fréquemment à Washington, dans le au sein du Pentagone, mais bon, ça a l'air d'être un oiseau qui s'est échappé d'un jardin, rien de plus, d'ailleurs on ne connaît pas le devenir de cette poule, je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'était peut-être le futur coq au vin sur la table du président. Oui, c'était effectivement une espionne en réalité, on ne le saura jamais. Revenons sur nos pigeons, ma chère Sophie, parce que ils ont une capacité formidable à revenir à l'endroit où ils étaient, mais il n'y a pas vraiment, entre guillemets,
de simples explications pour expliquer ce phénomène. Alors non, pas vraiment. Il y a une période où on pensait que c'était uniquement grâce au champ magnétique de la Terre que les pigeons retournaient à la maison. Et donc on se disait que ça ressemblait un peu à une sorte de compas qu'ils avaient dans la tête quelque part. On pensait que c'était comme ça qu'ils pouvaient retrouver leur chemin. Le problème, c'est qu'il n'y a pas... On n'a pas vraiment trouvé comment ça marchait. On pensait à un moment qu'il y avait des particules de fer quelque part du côté du bec, un peu avant, qui pouvaient servir à l'oiseau à s'orienter, mais finalement ça n'a pas été prouvé, au contraire. Donc bon, pour le moment ce n'est pas exactement ça. Plus tard, on a vu que dans les yeux, il y avait une sorte de mécanismes qui permettent de capter la lumière et qui permettent aussi d'utiliser ce qu'on appelle le nerf trijumeau qui peut aider dans la réception des champs magnétiques notamment, et essayer de trouver comment ça fonctionne. Donc on a cette voie-là de recherche sur le nerf trijumeau, donc un nerf qui est situé dans le crâne. On pense aussi qu'il y a un impact de l'odorat sur la navigation du pigeon, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur certains oiseaux, et lorsqu'on bloque leur sens de l'odorat, ils sont incapables de retrouver leur chemin. Des études qui ont été faites sur des pigeons, hein, évidemment, des pigeons élevés en captivité, comme ceux qu'on a habituellement, les fameux pigeons de course qu'on utilise de temps en temps. On a aussi d'autres études qui ont été faites sur, cette fois-ci, des infrasons, qui ont montré que si jamais on changeait un peu la fréquence des infrasons que les oiseaux pouvaient entendre, et ben tout d'un coup ils étaient complètement désorientés. Mais on a d'autres études qui ont prouvé que d'autres oiseaux par contre n'étaient pas du tout désorientés par le changement en infrason de ce qui se passait autour d'eux, donc ça avait pas l'air de les affecter tant que ça. Donc on sait pas trop exactement quels sont les facteurs qui vont vraiment être très importants dans la capacité du pigeon à s'orienter. On a aussi un dernier facteur qui va être simplement la vue, donc c'est-à-dire que l'oiseau migrateur ou le pigeon va être capable de repérer des endroits grâce à sa vue, par exemple des villes, par exemple des routes, par exemple des rivières ou n'importe quoi, qui vont lui servir de points de repérage qui lui permettent ensuite après de s'orienter grâce à ça. Donc ça c'est aussi un facteur important pour l'orientation de l'oiseau. Mais on n'est pas sûr de comment tous ces facteurs agissent les uns avec les autres, et on ne sait pas exactement lequel joue le plus grand rôle dans cette histoire. Voilà. Il y a beaucoup de choses. Oui, et puis il y a aussi certaines études qui parlent de la position du soleil, je crois, que ces pigeons seraient capables de lire les cartes astronomiques, comme on est capable, nous, de le faire. Et comme certains oiseaux sont d'ailleurs capables de le faire. Donc ouais, plusieurs effectivement hypothèses qui se concentrent, et il y a de fortes chances que ce soit en réalité une conjugaison de tous ces éléments qui font que ces oiseaux reviennent à l'endroit d'où ils sont relâchés. Voilà. C'est compliqué. Mais c'est très intéressant à étudier, mais c'est un petit peu complexe. Voilà. Et bien sûr, c'est sur cette grande histoire que nous allons nous quitter. C'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir participé à cet épisode. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Mais non, merci à toi, hein, comme d'habitude. On te retrouve bien évidemment sur Entracte Science aux côtés de Julien pour parler ornithologie, Julien plutôt paléontologie. On te retrouve également sur Twitter @leplumeux, tout comme sur Instagram. Avant de nous quitter, je tiens à saluer la mémoire de Guillaume Le Saffre qui nous a quittés aujourd'hui au moment où on enregistre cet épisode. Grand naturaliste et grand vulgarisateur, passionné d'oiseaux, qui a notamment écrit de nombreux ouvrages. On salue bien évidemment sa mémoire, on le remercie pour sa contribution à l'ornithologie française. Vous pouvez nous retrouver bien évidemment en podcast sur toutes les plateformes de streaming, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast et sur bien d'autres. Vous nous retrouvez également sur YouTube, vous nous retrouvez également sur Twitter @podcdals, et vous nous retrouvez évidemment la semaine prochaine. Salut à tous et salut à toutes. À plus.